Voilà. Ça y est, ça arrive. Bonjour Anna et bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous attendons que tout le monde se connecte et nous allons commencer notre première session de présentation. L'idée c'est qu'on tienne pendant 20 minutes à vous présenter l'école de journalisme, ses différents programmes. Et puis n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans l'outil de Q&R et vous avez Emma Chala qui est étudiante de M1 en master journalisme qui nous aidera à prendre vos questions et à y répondre. J'en profite pour vous dire que je m'appelle Alice Antôme, je suis la directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po et je vous présente également Marine Séan qui est notre technicienne audiovisuelle JRI en charge de tout ce qui est l'apprentissage technique du journalisme et Aurore Legris de la Salle, la responsable de la scolarité de l'école de journalisme de Sciences Po. Donc nous sommes 4 pour vous servir et nous sommes très heureuses de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, on démarre. Donc, l'école de journalisme, si ça vous intéresse, voici ce qu'il faut en savoir. L'école de journalisme a été créée en 2004, donc c'était une période évidemment d'immenses changements, puisqu'on accueillait l'ère du numérique dans les médias. On était peu après l'éclatement de la bulle Internet et les rédactions étaient forcées de revoir complètement leur fonctionnement. Et l'école de journalisme a été créée au milieu de ces changements-là, avec vraiment deux objectifs. D'une part, former des gens capables de réfléchir, capables de comprendre le monde dans ses nuances, capable de le raconter dans sa complexité, et d'autre part, capable de repenser leur métier et de préparer l'avenir dans le journalisme. La pédagogie à l'école de journalisme, c'est 3 couches. La première couche, c'est de la culture générale pour comprendre les enjeux du monde, de l'actualité, des différentes informations sanitaires, internationales et autres. La deuxième couche, c'est une grosse partie pratique. On va apprendre à produire des informations dans des conditions réelles, c'est-à-dire avec des deadlines assez serrés, comme on pourrait être dans une rédaction professionnelle. Et la troisième couche, c'est le sens du collectif. I really try to cover a lot of ground. Oftentimes, these are students who haven't got a lot of journalism experience. So it's really about telling them about the basics of reporting, getting out there, getting your story, interviewing sources, what are sources to begin with. Je donne un cours qui s'appelle la station-service, où en fait on envoie les étudiants sur un terrain local pendant un semestre. Donc ça peut être un arrondissement parisien, ça peut être une ville de proche banlieue. Et puis on se retrouve une matinée, 3 heures par semaine en fait, pour le moment de la station-service. C'est le moment où on recharge les batteries en quelque sorte. On réfléchit ensemble à des idées de sujets, ils proposent des idées, on travaille sur leur reportage, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir. On n'est plus entre guillemets à l'école, mais on est dans une rédaction avec ses codes, il n'y a plus nécessairement un professeur, un enseignant et des étudiants. Non, il y a des collègues qui travaillent ensemble, qui peuvent s'entraider, qui peuvent échanger des informations, qui peuvent compter sur leur rédacteur en chef au moment où ils ont un doute sur leur enquête, un doute sur leur tournage, un doute sur leur montage. Il y avait tellement d'astuces très concrètes sur comment on raconte une histoire. Ça m'a ouvert les yeux sur comment on fait un bon sujet de journalisme, comment on fait pour intéresser les gens, comment on fait pour garder les gens et comment on fait surtout pour rendre son sujet non plus intéressant mais important. En première année, je me rappelle que personne dort. On n'a pas de vie. Mais de l'autre côté, on est très vite autonome. On s'est monté, on utilise tous les logiciels de montage, que ce soit radio, vidéo. On écrit, on utilise les réseaux sociaux. Donc cette charge de travail fait qu'on prend confiance en soi et arrivé en rédaction, on peut être force de proposition, on peut proposer des sujets, on peut travailler en fait normalement, quoi. C'est ça souvent qui est impressionnant avec les étudiants, c'est qu'ils bossent beaucoup. Et au final, ils rendent des sujets qu'on aurait envie de voir sur sa propre antenne. Parfois, c'est marrant, j'ai des journalistes professionnels dans ma rédaction qui font des sujets et j'ai à peu près la même thématique qui m'est proposée. J'ai traité des sujets qui vont de la fraude au certificat pour aller en salle de sport à des petits déjeuners solidaires,
des gens qui sont sourds et qui sont obligés de vivre avec la crise du Covid depuis un an et le port du masque qui les empêche de communiquer. À l'école de journalisme de Sciences Po, on a la chance de pouvoir utiliser beaucoup de matériel qui nous permet de faire des projets personnels aussi sur le côté. Donc moi, j'en ai profité. Je me suis rendue notamment au Kurdistan irakien pour faire un reportage dans des camps de réfugiés. Donc ça, c'était évidemment le sujet qui m'a le plus marqué, où j'ai énormément appris sur le terrain. J'ai fait un mois au bureau de Washington de France Télévisions, du coup aux États-Unis. C'était au mois de janvier et pendant ce mois-là, en fait, il y a eu la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden. L'un des projets qui m'a particulièrement marqué, c'était peut-être il y a quelques mois de cela, pour participer en fait à une bourse. On devait envoyer un dossier, c'était la bourse René Payot, et je l'ai fait sur des petits villages à la frontière nord-pyrénéenne dans le sud de la France. C'était un format intéressant, il y avait de la vidéo, il y avait du son, et donc j'ai eu la chance de le gagner, ce qui signifie qu'à partir de la rentrée en septembre, je travaillerai pendant un an à la rédaction de RFI comme présentatrice. La bourse d'RMC, c'est un concours, en fait on appelle ça bourse, mais c'est un concours entre toutes les écoles de journalisme reconnues. Je suis arrivé second de cette bourse et donc j'ai remporté un CDD d'1 mois. Je vais aussi devenir pigiste pour la chaîne L'équipe, donc à partir du mois d'août. Je suis arrivé en tant qu'aspirant et je vais ressortir en tant que journaliste professionnel. Donc j'ai vraiment tout appris. J'ai appris une rigueur, j'ai appris une concentration, une méthode, et puis j'ai aussi appris à travailler avec des autres. J'ai grandi en tant que journaliste et surtout en tant qu'homme, et ça c'est pour moi une force incroyable quand une école nous fait grandir à ce point-là. Sciences Po m'a apporté déjà un carnet d'adresses considérable, des contacts dans le monde du journalisme, des futurs employeurs ou des futurs collègues. Et Sciences Po m'a aussi apporté l'aspect international en fait. En fait, si j'avais pas fait Sciences Po, je pense que je me serais vraiment cantonnée à du journalisme franco-français et c'est pas ce qui m'intéresse. Et ça m'a vraiment ouverte sur l'international. On est tous les intervenants dans cette école, les encadrants, la direction de l'école de journalisme, des journalistes. C'est-à-dire qu'on connaît leurs difficultés, on connaît les rédactions et on sait aussi les accompagner, les orienter, leur présenter des recruteurs pour demain, leur présenter des responsables de service qui ont besoin de quelqu'un en renfort pour un stage, pour l'été, peut-être pour découvrir finalement un nouveau média auquel ils ne pensaient pas forcément. Mon rêve pour les étudiants de l'école de journalisme et pour ces futurs journalistes qu'on accompagne aujourd'hui, c'est qu'ils puissent déployer dans les années à venir au maximum leur créativité pour être porteurs de solutions, pour être un vecteur de l'amélioration de la qualité de l'information, pour être un vecteur d'un renouveau du journalisme et d'une réimagination finalement quotidienne de ce métier dont on a besoin et dont notre société ne peut se passer. Voilà, parfois on se dit qu'en peu d'images, on dit plus qu'avec des mots. Une chose est sûre, c'est qu'à l'école de journalisme de Sciences Po, on ne forme qu'à un seul métier, le métier de journaliste. Ce que ça veut dire en sous-titre, c'est que si vous souhaitez devenir écrivain, travailler dans les métiers de la communication, dans les métiers de l'événementiel, les programmes proposés par l'école de journalisme de Sciences Po ne seront pas en adéquation avec ces projets professionnels. Donc c'est vraiment uniquement si vous souhaitez devenir un journaliste professionnel qu'il est intéressant pour vous de postuler à nos programmes. Dans le détail, on a été une école qui a été créée en 2004, qui a été reconnue par la profession des journalistes professionnels depuis 2009. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en étant dans nos programmes, vous aurez accès à la carte de presse de façon plus rapide à la sortie de vos études et également vous serez mieux rémunéré que si vous effectuez une formation en journalisme non reconnue par la profession. Il y a d'autres avantages dont on pourra parler si vous accédez à nos programmes dans les années à venir. Nous avons dans notre corps enseignant 180 enseignants dont la majorité sont des journalistes professionnels qui travaillent dans différentes rédactions, dans différentes temporalités, sur différents formats et qui sont là pour vous montrer à quel point ils sont en phase avec les pratiques de l'info aujourd'hui et vous nourrir de ces pratiques qui sont celles vraiment d'aujourd'hui et de l'avenir. Notre méthode pédagogique repose sur un cocktail de cours à la fois académique, c'est-à-dire universitaire, de niveau master. C'est assez poussé, ce n'est pas seulement une couche de culture générale, c'est vraiment la maîtrise, on est en master, d'enjeux du monde de demain, du type les crises sanitaires et l'impact sur la diplomatie à l'international, du style la politique de la terre, ça peut être également des statistiques, du droit, de l'économie, à un niveau assez poussé et obligatoire pour justement se nourrir intellectuellement et devenir des meilleurs journalistes, associé à une autre partie qui concerne les ateliers pratiques professionnalisants où vous êtes par petits groupes
et vous produisez dans les conditions réelles, type d'une rédaction, tout au long de votre scolarité. Autre point à savoir sur notre état d'esprit, notre philosophie, on met du numérique partout, tout le temps, à toutes les étapes de votre scolarité. On a du matériel, des studios de qualité professionnelle, et puis on se prétend à la pointe de l'innovation journalistique. Ça veut dire qu'on est très à l'écoute des demandes des employeurs sur des nouveaux métiers, des nouvelles compétences liées à l'information, et on change quasiment chaque semestre le contenu de nos programmes et de nos maquettes pédagogiques pour être en phase avec les besoins du marché. Ce qui nous donne, et nous en sommes très fiers, une insertion professionnelle exceptionnelle, puisque, encore une fois, vous avez compris, nous sommes très connectés aux demandes des employeurs pour adapter le curriculum, nos cursus, à ce dont on a besoin pour les journalistes de demain. Alors, un point très important, ici, c'est très, très intense et ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une fake news, c'est réel, c'est très intense. Ça veut dire que vous courez à la fois un marathon, doublé de plusieurs sprints tout au long de votre scolarité et que si vous vous intéressez à nos programmes, il faut être prêt à travailler énormément à un rythme très soutenu. Un point peut-être pour vous donner un aperçu de notre philosophie, c'est la conférence que l'on organise chaque année, qui a lieu cette année le 6 décembre. NPDJ, c'est l'acronyme des nouvelles pratiques du journalisme. C'est gratuit, il faut simplement vous inscrire. Vous trouverez ça sur la une de notre site. Et c'est le 6 décembre à Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume. Il y aura une vingtaine de speakers du monde entier pour vous parler des évolutions du métier. Et ça vous donnera un aperçu assez concret de la façon dont on voit les évolutions du métier et la façon dont vous pourriez être formé si vous nous rejoignez. Nos programmes, vous pouvez être intéressé par le master journalisme, c'est le master historique en 2 ans, francophone. Vous avez aussi le Joint Master Journalisme et Affaires internationales en anglais. Celui-ci se fait entre l'École des Affaires internationales de Sciences Po, qu'on appelle PSIA, et l'École de journalisme. Et celui-là, c'est pour ceux qui se destinent à un marché plutôt anglo-saxon. On a aussi un double diplôme avec Columbia à New York et l'École de journalisme de Sciences Po. Si vous êtes intéressé par ce programme-là du double diplôme, il faut d'abord être admis au Master Journalisme, donc le numéro 1, en français. Et ensuite, vous pourrez peut-être faire votre 2e année, votre M2, à Columbia à New York, si dans un 2e temps, vous êtes retenu pour le double diplôme. Enfin, quel que soit le programme dans lequel vous êtes admis, vous pouvez aussi avoir envie de faire une étape à l'école 42, qui est une école de développement. Et dans ce cas-là, vous prenez une année de césure entre votre M1 et votre M2. Revenons plus précisément sur le master en journalisme, le premier de la liste précédente. On va recruter 60 étudiants environ par promotion. Et au programme, vous l'avez compris, des cours académiques, sur les différents sujets qui font les enjeux du monde de demain, des ateliers de production, toute temporalité, tout format. Et dans ce programme-là, dans ce master-là, vous pouvez faire un contrat d'apprentissage si vous le souhaitez et l'enseignement se déroule en français. Concernant le master journalisme et affaires internationales, il y a maximum 30 étudiants par promotion. Les cours académiques universitaires se prennent à PSIA, l'École des Affaires internationales de Sciences Po, sur des thématiques internationales. Et la partie production professionnalisante se déroule à l'École de journalisme de Sciences Po en anglais. Vous l'avez compris, ces enseignements-là se déroulent essentiellement en anglais, certains une petite partie en français. Et dans ce programme-là, il n'y a pas de contrat d'apprentissage possible, pas d'alternance possible. Le double diplôme avec Columbia, on va recruter jusqu'à 10 élèves qui vont profiter de ce double diplôme. Vous faites votre M1 en master journalisme et ensuite vous pouvez faire votre M2 à Columbia à New York. Évidemment, en travaillant des 2 côtés de l'Atlantique, il faut à la fois maîtriser le français et l'anglais pour pouvoir bénéficier des enseignements de ces 2 écoles. Et à la fin, comme son nom l'indique, vous avez 2 diplômes, celui de Sciences Po, celui de Columbia. Au sujet de la césure possible avec l'école 42. Quel que soit le programme dans lequel vous pourriez être admis, vous pouvez demander à faire cette année de césure à l'école 42 pour vous muscler en quelque sorte sur les arcanes du code, sur le monde des interfaces, des algorithmes, etc., pour être encore meilleur sur le numérique que ce que vous pourriez, que le niveau que vous pourriez avoir sans cette école.
Et pour y parvenir, il faut valider ce qu'on appelle la piscine. C'est une sorte de concours d'entrée où pendant 3 semaines pendant l'été, vous avez un certain nombre d'épreuves de code, de projets de groupe à faire. Et si vous validez cette piscine, alors vous pouvez passer votre année à l'école 42. La parole maintenant à des diplômés. Un exemple, Adrien Beck, qui a été diplômé en 2017, qui est aujourd'hui au service politique de France Info, qui dit que la force de l'école, c'est essentiellement la partie professionnalisante, de se mettre dans des conditions réelles de production sous la forme de breaking news, de deadlines assez serrées, qui seront celles que vous pourriez rencontrer une fois que vous serez dans la vie active. Une autre diplômée, c'est Chine Labé, qui est diplômée 2010 du double diplôme avec Columbia. Et elle, vous la verrez plus tard dans une vidéo, elle a construit tout son réseau, ses mentors, et cette capacité à se renouveler qu'elle a apprise notamment en suivant nos programmes. On est tous d'accord, la période est difficile, y compris pour envisager une carrière, un métier et une passion. Mais cette période difficile, elle nous dit également que le métier de journaliste, il est vital. Raconter la vie telle qu'elle est, distinguer le vrai du faux, mettre en perspective, c'est vital aujourd'hui encore plus qu'avant. Et pour faire ça, il faut faire une école, il faut faire une bonne école. Et à Sciences Po, les profs sont super, les camarades que vous rencontrerez seront super. Et c'est la meilleure chose, le meilleur marchepied que vous puissiez trouver pour embrasser ce métier, cette carrière et cette vie qui est à nul autre pareil. Venez, à très bientôt. Il y a 11 ans, j'ai obtenu mon diplôme de l'école de journalisme de Sciences Po et aujourd'hui je suis à la Maison Blanche pour couvrir les présidentielles américaines pour la chaîne France 24. Ce que je retiendrai de cette école, ce qui a été le plus important pour moi, c'est l'importance de l'international, que ce soit dans le choix des élèves, dans les cours proposés et dans les possibilités de stage et de cursus à l'étranger. C'était vraiment très important, c'était une incroyable aventure ces 2 ans à Sciences Po. J'ai beaucoup appris et ça me sert encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à l'équipe, j'ai intégré l'équipe il y a 2 ans en gagnant la bourse l'équipe et l'école m'avait bien aidé à ça en mettant à ma disposition un intervenant qui a pu bien m'aider et bien me coacher pour remporter la bourse. Aujourd'hui à l'équipe, je fais à la fois de l'édition, je suis aussi JRI, je suis aussi rédacteur. Tout ça, toute cette polyvalence, je l'ai acquis grâce à l'EDJ dans le parcours télé où on a pu toucher à tout. Donc voilà, si vous avez vous aussi envie d'être journaliste sportif et notamment à l'équipe, l'un des plus grands médias sportifs français, l'EDJ c'est le bon endroit et n'hésitez pas à bosser et à tout donner pour essayer d'intégrer l'école parce que vous y serez très bien formés. Right now. As journalists, our job is to deliver accurate and immediate information, and even the beginning of analysis, just seconds or minutes after an event occurs. It's not easy, particularly if you're not a specialist in the subject, but there are tricks that you can learn to help you along the way and to understand what you know, what you don't know, and how to make sure that you only write what you know. As an added bonus, we'll also talk about investigations and how to defend yourself against rich people's lawyers. Je suis diplômée du double diplôme Columbia Sciences Po promo 2010 et j'en garde un souvenir merveilleux. C'est là où j'ai rencontré mes mentors, mes amis et futurs collègues dans la profession et mes futurs chefs aussi. J'y ai donc fait mon réseau et surtout j'y ai appris la rigueur nécessaire dans mon travail et j'y ai fait mes premières armes. J'en serais donc sans doute pas où j'en suis aujourd'hui sans cette formation. The dual degree helped me a lot professionally. First of all, it opened doors in the English-speaking world. I started my career in the United States and then I worked at Monocle in London, and I guess it helped me a lot to learn how to write and function in an English-speaking newsroom, which was amazing and what I wanted to do. And then in the long run, it's helped me a lot understand the different practices and sort of be a better journalist overall. I then became a correspondent for AFP and I brought a lot of what I learned in the US with myself, and I think that just made me
more exigent and better overall. Je suis sortie Sciences Po il y a 1 an et depuis quelques mois, je travaille chez RTL. Moi, je bosse pour l'émission RTL Soir, présentée par Thomas Soto, et je cherche notamment des sons, un peu des archives pour le débat du soir, des informations pour nourrir le débat, qui est donc présenté par Thomas. Et oui, moi je m'appelle Thomas Soto, je ne sors pas de Sciences Po, je n'ai pas du tout 25 ans, hélas, et j'ai choisi de recruter Guillemette parce que c'est une énergie, c'est une force de travail, parce qu'elle compte pas ses heures, parce qu'elle réfléchit tout le temps, parce que c'est une machine. Et ce qu'elle a oublié de vous dire, c'est qu'en plus, le 5e jour de la semaine, elle fait du reportage. Donc c'est ce qu'on appelle un bon deal. Et moi, ce que je vous dis dans ces périodes difficiles, c'est ne lâchez rien, ne vous découragez pas, faites comme Guillemette, et vous pousserez toutes les portes. Voilà, Guillemette, welcome encore. Merci et bienvenue à Sciences Po. Où postuler? Vous pouvez postuler dès maintenant, les dossiers d'application sont ouverts. Vous pouvez les enregistrer au fur et à mesure et y revenir un peu plus tard. Pour ceux qui proviennent de Sciences Po, c'est en février, la date de soumission des dossiers. Pour ceux qui proviennent de l'extérieur, alors c'est le 7 janvier, donc c'est bientôt. Il faut vraiment commencer dès à présent votre dossier. Vous devez avoir un minimum de Bac+3. À l'étranger ou en France. Vous pouvez avoir beaucoup plus puisque nous n'avons pas de limitation d'âge, mais le minimum, c'est un Bac+3. Le parcours initial nous importe guère du moment que vous avez excellé dans les matières que vous avez étudiées. Donc, ça peut être du droit, de l'économie, des sciences. Tout type de discipline nous intéresse. On s'occupera, nous, de la partie journalisme dans un temps 2 pendant le niveau du master. Donc, pas de problème si vous avez étudié quelque chose qui, a priori, vous paraît n'avoir rien à voir. Et les profils scientifiques nous intéressent très particulièrement, d'autant qu'ils sont rares et que les recruteurs en ont énormément besoin, surtout en période de Covid. Vous devez avoir une bonne connaissance de l'actualité et des médias, ça va sans dire. Si vous n'êtes pas féru d'actualité, vous risquez d'être malheureux avec nous. En ce qui concerne ce qu'on appelle à Sciences Po l'excellence académique, il s'agit de votre parcours scolaire. Ce qu'on va essayer de voir, au-delà de votre moyenne, bien sûr, des notes qu'on est capable d'apprécier en fonction du parcours. C'est clair qu'un 8 sur 20 en prépa, ça ne veut pas dire pareil qu'un 8 sur 20 en licence. Donc ça, on est tout à fait capable de le comprendre. Mais ce qu'on va regarder, c'est votre goût de l'effort, votre capacité à vous accrocher et à progresser tout au long de votre parcours scolaire. Quelqu'un qui se décourage et qui a une courbe qui descend tout au long de ces années de Bac+3, Bac+1, Bac+2, Bac+3, va nous inquiéter puisque, comme je vous l'ai dit, c'est très intense dans nos programmes. Donc, il faut qu'on soit sûr que vous soyez en capacité de suivre énormément d'heures chaque jour, chaque semaine, pendant plusieurs années. Sur la maîtrise du français ou de l'anglais, ça paraît évident, mais évidemment, si vous postulez au master journaliste, vous maîtrisez parfaitement le français. Si vous postulez au master joint ou au double diplôme avec Columbia, vous maîtrisez parfaitement l'anglais pour pouvoir postuler. Pour savoir où se trouvent les dossiers, le plus simple, c'est le site des admissions de Sciences Po, sciencespo.fr/admission. Vous pouvez ouvrir votre dossier et nous l'envoyer le plus vite possible. Prenez bien le temps de tout remplir. On aura beaucoup de questions, j'imagine, sur le contenu des dossiers. Sachez que tout est lu plusieurs fois, chaque mot, chaque phrase, par plusieurs évaluateurs. Donc, voilà, prenez bien le soin de réfléchir, à être concis, à être précis dans ce que vous nous dites dans vos dossiers. Sur l'insertion professionnelle, ça peut vous inquiéter. Vous avez sans doute entendu vos parents, vos proches ou d'autres dire « journaliste, c'est bouché ». Pourquoi faire ce type d'études? Sachez qu'avec nous, c'est beaucoup moins bouché puisque d'après notre enquête annuelle, dont vous trouverez les résultats sur notre site onglet carrière, sous-onglet insertion professionnelle, les diplômés ont un emploi en très grande majorité, à 98%, et il y en a un certain nombre qui trouvent leur premier emploi avant même de sortir de l'école de journalisme de Sciences Po, avant même d'être diplômés, et 55% sont en CDI. Vous trouverez également la grille des salaires pour ceux qui nous la déclarent et puis leur secteur d'activité. Pour l'essentiel, ce sont dans les métiers de l'image et les métiers du numérique que nos cohortes, nos promotions travaillent.
à la suite de l'école de journalisme de Sciences Po. Et pour le détail, vous trouverez vraiment tous les éléments sur cette enquête qui dit aussi que 30% de nos diplômés travaillent à l'international et évidemment 70% en France. Les salaires des diplômés, vous les verrez aussi dans le détail. Maintenant que l'on a présenté rapidement tous ces points, on va prendre vos questions avec Emma Chala, je vous rappelle, qui est étudiante en M1 Master Journalisme et qui vient de la procédure externe, donc qui n'était pas à Sciences Po l'année dernière et qui donc a passé toutes les étapes. D'abord la présentation du dossier, puis elle a été admissible, elle a passé l'oral et ensuite elle a réussi à être admise et elle pourra sans doute vous en parler. Donc il y a pas mal de questions peut-être sur déjà le cursus, Emma, sur ce qu'on peut prendre, pas prendre. Oui, bah déjà une première question, combien d'heures on a environ par semaine? Alors je suis allée compter sur mon emploi du temps. En moyenne, on a 26 heures par semaine, donc c'est un rythme assez intense comme ça a été dit dans les vidéos. C'est vrai qu'en plus des cours, on a aussi les reportages qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de pratiques à faire sur nos heures de temps libre. Donc c'est un rythme assez intense, il faut être prêt à ça, mais c'est aussi très formateur. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, au niveau de l'alternance, alors moi, je ne suis pas en alternance, donc j'ai des amis qui sont en alternance et je sais comment ça se passe à peu près. Je sais qu'on peut avoir deux rythmes. On peut soit avoir le rythme semestriel, donc là, pendant tous les mois depuis la rentrée, les gens en semestriel étaient avec nous en cours et ils partent en rédaction à partir là, de la pause de Noël et ils y seront jusqu'à la fin de l'année. Ou alors, ça peut être un rythme hebdomadaire. Et donc, à partir du mercredi midi, ceux qui sont en cours avec nous ne le sont plus et vont en rédaction. Et donc, pour le coup, ces matières que nous, on a en fin de semaine, ceux qui ne font pas alternance, eux, ils ne les ont pas. Donc, en fait, les cours vraiment pratiques sont en début de semaine pour qu'on puisse justement, que tout le monde puisse y avoir accès. Mais par exemple, je sais que dans mon groupe, certains sont en alternance et n'ont pas de cours de radio, par exemple, parce que c'est sur la deuxième partie de la semaine, donc eux sont en alternance dans leurs journaux. On peut revenir sur l'intensité, parce que j'ai vu des questions passer sur est-ce qu'on pouvait le faire en part-time, notre programme, ou est-ce qu'on pouvait le faire sur un an. Voilà, tout ça n'est pas possible et on insiste, Emma vous l'a dit, il y a un minimum de 26 heures de cours par semaine sans compter les reportages sur le terrain, donc pas possibilité de travailler à côté et on n'arrive pas à former des étudiants en un an, on a vraiment besoin de ces 2 ans. En plus, c'est un critère de la reconnaissance pour notre formation. Ça doit se dérouler sur 2 années avec 4 semestres pleins et je vous garantis qu'on n'a pas de trop de ces 4 semestres pour être prêt à intégrer le marché du travail. Donc, on peut malheureusement pas faire grand-chose d'autre à côté que de travailler. Je veux dire, travailler pour l'école de journalisme de Sciences Po et pour vos stages en rédaction, mais malheureusement pas ailleurs. Sur l'accès peut-être sur les candidatures, donc là on a pas mal de questions aussi sur qui est éligible à quoi. Donc je voyais au tout début Carla qui disait qu'elle était étudiante en bachelor de droit en Suisse. Est-ce que c'est rédhibitoire pour l'admission? Non, pas du tout. Au contraire, on adore avoir des profils qui viennent de différents pays, dans différents parcours universitaires, donc formidable. Je vois aussi quelqu'un qui disait qu'il était en reconversion professionnelle, donc idem, c'est très bien. On adore aussi avoir des candidats qui sont un peu plus âgés, qui vont nourrir en maturité la promotion. Il n'y a pas de limite d'âge, donc idem, vous êtes tout à fait le bienvenu. Et en ce qui concerne les lettres de recommandation, je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc sur les lettres de recommandation, si vous n'avez pas fait de stage dans une rédaction, et la plupart du temps c'est le cas parce que c'est difficile à trouver, vous pouvez mettre des recommandations professionnelles issues d'autres milieux, d'autres métiers. Imaginons vous avez travaillé pendant l'été au supermarché, votre employeur, votre responsable a des choses à dire sur la qualité de votre travail, votre capacité à intégrer des consignes, à vous adapter à un nouvel environnement, à travailler en équipe. Tout ça va beaucoup nous intéresser et donc vous devez absolument avoir des recommandations professionnelles, quel que soit le milieu. Sur la partie du sens du collectif, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, c'est un point qu'on va beaucoup
regardez, puisque le journaliste, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc, on va beaucoup questionner à toutes les étapes de la procédure votre sens du collectif et votre capacité à vous intégrer dans un groupe tout au long à la fois de la procédure d'admissibilité et ensuite d'admission. Je te relais une question d'Adèle, Alice. Comment se passe l'oral d'admission? Est-ce que ce sont des questions d'actualité ou plutôt des questions de motivation? Les deux. Sur la motivation, on a plusieurs fois lu votre dossier et le jury regarde aussi à nouveau votre dossier. Et en plus de ce que vous avez déjà écrit dans le dossier, il a aussi les commentaires des évaluateurs qui vous ont déjà fait passer à l'étape de l'admissibilité. Donc, il a beaucoup d'éléments déjà en sa possession avant de vous rencontrer par vidéoconférence. Ça dure une trentaine de minutes. On va interroger de nouveau votre sens du collectif. On va vous mettre dans des situations qui pourraient avoir lieu dans votre future vie professionnelle. On va questionner l'actualité, votre connaissance de l'actualité et pas d'une actualité parcellaire du matin même ou de la veille et dans un seul domaine. Il faudra vraiment avoir une vision à 360 et aussi votre capacité à argumenter et à rebondir sur des questions, y compris d'ordre un peu général parfois, juste pour voir comment vous vous débrouilleriez dans un milieu comme celui de Sciences Po qui est universitairement parlant assez exigeant. Donc, voilà un peu de quoi retourne l'oral. L'idée, ce n'est pas du tout de vous mettre en difficulté, c'est plutôt de faire ressortir vos points forts. Donc, voilà, il n'y a aucune question piège. Et quand une question, vous ne savez pas y répondre, bah, vous dites « je ne sais pas ». Et puis, on passe à autre chose et le jury saura rebondir pour trouver une question qui vous permettra de vous exprimer. Mais voilà en quoi consiste l'oral. C'est très important que vous le prépariez consciencieusement. Et pour le préparer, le mieux, c'est de connaître toute l'actualité sur toutes les plateformes possibles, pas que celles que vous aimez particulièrement. Votre goût pour peut-être des médias qui, a priori, vous parlent moins, vous sont moins familiers, va être aussi questionné pendant cet oral. Il y a d'autres questions sur l'oral? Non, j'en vois pas. Il y a une étudiante qui s'appelle Lilia qui demande si cette formation ouvre vers n'importe quel média comme National Geographic, par exemple. Oui, n'importe quel média, puisque vous avez peut-être compris, au sein de nos cursus, l'idée, c'est de vous apprendre à faire tous les formats, toutes les temporalités, toutes les thématiques. Donc, normalement, si vous et nous ne nous sommes pas trompés, vous serez en mesure, oui, de travailler pour tout type de format, tout type de temporalité, sur tout type de thématique. Je vois une question sur l'alternance et les stages de Caroline. Est-ce que Sciences Po accompagne au niveau de la recherche d'offres et peut-être des partenariats? Alors, il faut savoir qu'avant le début de l'année, dans fin d'été, on reçoit quelques offres d'alternance par mail, mais la plupart des personnes trouvent aussi par des contacts qu'ils peuvent avoir déjà dans des rédactions ou des candidatures spontanées. Et ensuite, au niveau des stages, pareil, on a des offres qui nous sont proposées, mais aussi ce qui aide beaucoup, c'est nos professeurs, puisque on a des professeurs qui sont journalistes professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux aussi ont beaucoup de contacts dans le monde des médias. Et c'est vrai que par ce réseau-là qu'offre aussi l'ensemble enseignant, bah, on peut aussi trouver des stages de cette manière. Donc, il y a plusieurs façons par lesquelles Sciences Po peut nous aider là-dessus. Merci, Mme. Pour les étudiants du collège, sortant du collège universitaire, comment la procédure d'admission se déroule-t-elle? Alors, en effet, il faut aller sur la page des admissions de l'école de journalisme de Sciences Po et vous, voilà, vous êtes issu du collège universitaire. C'est normalement la première étape. Et vous, voilà, toutes les informations sont en effet bien sur la page des admissions de Sciences Po. Pour clarifier, il y a deux procédures, hein, si vous avez bien suivi. Si vous avez fait le collège universitaire de Sciences Po, je ne parle pas de ce que certains d'entre vous appellent les IEP en région. Je parle de Sciences Po, Paris, Reims, Poitiers, Le Havre, Menton, Dijon. J'espère que j'en oublie pas. Nancy. Oui. Alors, vous, c'est procédure Sciences Po, parce que vous êtes la marque Sciences Po. Vous avez déjà été sélectionné par nos services post-bac.
Alors vous présentez un dossier qui se trouve, comme l'a dit Aurore, sur la page admission de l'école de journalisme de Sciences Po, et c'est un dossier dans lequel vous allez mettre tous vos éléments. Et la question du format, j'ai vu Word ou tout, vous vous débrouillez pour nous faire un dossier PDF à peu près propre que vous nous envoyez sur l'email de l'école de journalisme, donc d'ici février. Vous serez ensuite directement admissible puisque vous avez déjà eu, vous, des étapes de sélection post-bac. Pour les autres, ceux qui ont un minimum de bac plus 3 et parfois beaucoup plus et qui ne sont pas, qui n'ont pas étudié post-bac à Sciences Po, mais qui peuvent venir d'IEP, qui peuvent venir de licence, qui peuvent venir de prépa, ceux-là vont être dans la procédure nationale. Ceux-là, vous avez jusqu'au 7 janvier pour remplir votre dossier de candidature. Et ensuite, il y a une étape importante qui est est-ce que vous allez être admissible, oui, non. Si vous êtes admissible, ensuite, vous passez un entretien oral qui détermine si vous passez du statut d'admissible à admis. Et ça va se faire quand même très rapidement et beaucoup plus vite peut-être que pour d'autres écoles de journalisme qui pourraient vous intéresser. On est vraiment très tôt dans l'année. Donc, je vous rappelle la deadline du 7 janvier. Alors, une autre petite question. Est-il possible d'avoir un domaine de spécialité pendant le cursus ou est-on amené à traiter tous les sujets d'actualité? C'est Maëlys qui pose cette question. Oui, vous êtes amené à traiter tous les sujets d'actualité. Et pour nous, c'est très important que vous ayez cette porosité et cette ouverture. On va vraiment faire en sorte que de l'interroger déjà pendant la procédure d'admission, mais aussi de capitaliser dessus ensuite. Donc, on ne va pas vous recruter parce que vous êtes super spécialiste de tel ou tel secteur. Ça, c'est très bien si vous l'êtes, mais ce n'est pas un critère pour nous. En revanche, être capable, voilà, selon l'actualité, de vous intéresser à peu près tout et de monter en expertise sur à peu près tout ce qui va arriver dans l'actualité et qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, ça va être clé pour la suite de votre carrière. Sur le niveau d'anglais, donc je vois pas mal de questions sur les tests de langue. Donc là, c'est simple. Pareil, sur le site des admissions, vous allez voir exactement quel est le niveau attendu. Donc, pour le master en journalisme, vous devez être absolument fluent comme on dit en mauvais français, en français. Et vous verrez quel est le niveau qui vous est demandé. Pour le master journalisme et affaires internationales, vous devez avoir ce qu'on appelle un niveau C1 en anglais et le justifier. Et vous verrez le type de test qui est accepté dans le dossier de candidature. En revanche, pour la sortie, si votre niveau d'anglais à l'entrée pour le master en journalisme n'est pas encore le niveau C1, sachez qu'il faudra obtenir ce niveau C1 pour la sortie au moment de la remise des diplômes. Donc, vous avez 2 ans pour arriver à ce niveau. Je vois beaucoup de questions aussi sur nos taux d'admission, taux d'admissibilité, etc. Nous ne communiquons pas sur ces sujets pour la bonne et simple raison que selon les années, c'est très variable. Covid ou non, déplacement à l'étranger ou non, ces chiffres ne veulent rien dire. Ce qui compte, c'est votre dossier à vous et le soin que vous allez apporter à votre dossier. Tous les dossiers sont relus de multiples fois par plusieurs évaluateurs. On regarde, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque mot, chaque phrase vraiment, et on y prend grand soin avant de vous donner une réponse, soit pour aller plus loin dans le processus, soit pour s'arrêter là. Et ce qui compte pour nous, ce n'est pas le volume. Ce qui compte, c'est votre dossier à vous. Est-ce qu'on va pouvoir faire un bon mariage ensemble en quelque sorte, que vous allez être heureux avec nous? Et est-ce que nous aussi, on va vous emmener vers la réussite au sein de nos cursus qui sont très exigeants? Ça va être ça essentiellement les questions qu'on va se poser pendant la procédure. Il n'y a pas de bibliographie recommandée pour passer le concours. Ouais, on est niveau master, donc c'est vrai qu'on compte sur vous aussi pour faire votre routine en termes de culture, de routine d'information, de connaissances au sens large de l'actualité et de la culture de ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est à vous de vous la constituer. Mais nous ne donnons pas de consignes particulières. Alors, un étudiant dont je n'ai pas le nom demande, les étudiants du collège universitaire, il est évoqué qu'il est souhaitable de fournir 2 liens vers des contenus journalistiques. Est-il vraiment pénalisant de ne pas les avoir, de ne pas en avoir? Alors, non, ce n'est pas pénalisant. C'est si vous avez déjà réalisé quelque chose et que vous voulez nous l'indiquer,
c'est bien de l'afficher et donc on a un espace pour ça. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Un contenu journalistique, ça peut être un compte Instagram, ça peut être une chaîne sur YouTube, ça peut être un site que vous avez développé ou une série de podcasts que vous avez monté. Voilà, ça peut être un travail fait à votre échelle, pas forcément encadré par des journalistes professionnels, mais qui montre votre attrait pour la production de contenu. Et même si ces contenus ne sont pas parfaits, le fait d'avoir fait l'effort de vous poser la question d'une stratégie éditoriale et de vous être mis dans cette régularité de production, ça peut être un plus fait par n'importe quel étudiant, même s'il n'a pas de stage dans une rédaction. Donnez-vous des détails en cas de refus. Alors, c'est possible, vous pouvez demander en effet un rendez-vous à l'administration et on vous expliquera voilà, comment retravailler votre dossier, ce qui a péché lors de l'oral. Ce lien journalistique peut-il être un contenu durant un stage, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, il faut sélectionner les meilleurs contenus, bien entendu. Hein. Ce n'est pas la peine de nous mettre 36 liens, mais en effet, on lira certains de vos contenus et on vous écoutera bien volontiers. Concernant les références, c'est Bouchra qui demande ça. Doivent-ils faire une lettre de recommandation ou allez-vous les contacter directement? Donc Bouchra, vous n'avez pas encore ouvert votre dossier d'application, clairement, puisque si vous l'aviez ouvert, vous sauriez que c'est à vous de mettre les emails de vos recommandations. Ils vont être contactés par le système, hein, ce n'est pas nous avec nos petites mains qui faisons ça, et ils doivent uploader la recommandation directement dans le système avant la deadline. Sur ça, faites bien attention à ce que les gens qui vous recommandent vous connaissent suffisamment pour vous recommander de façon favorable et de façon pertinente par rapport à aujourd'hui. Il y a souvent des interrogations sur est-ce que je prends quelqu'un du niveau lycée pour me recommander, parce que j'ai des profs de fac, mais sans doute qu'ils ne me connaissent pas dans la masse, quel est le plus pertinent? Donc notre conseil, c'est de prendre quelqu'un qui vous connaît vraiment. Donc si c'est quelqu'un du lycée, mais que vous côtoyez encore aujourd'hui et qui est en mesure de parler de vous aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Si en revanche c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 5 ans, ça n'a pas de sens. Pour le professeur de la faculté qui peut-être est dans un grand amphi et vous a mal identifié, si vous souhaitez quand même lui demander, il faut prendre le temps de parler avec lui, de revoir vos travaux ensemble pour être sûr qu'il vous recommande de façon favorable. Si vous avez un doute sur la recommandation que la personne peut faire sur vous, alors adressez-vous à quelqu'un d'autre, ça sera plus sage. Alors, Adèle qui pose une question, notamment qui a bien lu et bien ouvert son dossier d'admission pour le moment. Vous pouvez interviewer qui vous voulez et donc faut-il réfléchir à une personnalité connue ou une personne anonyme mais représentative d'un thème précis? Vous faites ce que vous voulez, Adèle. C'est vous qui choisissez, c'est votre choix éditorial. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir justement quel va être votre choix, ce qui vous intéresse et quelle est la première question que vous allez lui poser. Mais nous n'avons pas d'attente spécifique, tout est recevable. Il y avait une question, alors je ne sais plus comment s'appelait cette personne. Pour vous, Emma, comment avez-vous préparé votre oral d'admission? Oui, une question de Jocelyn, merci. Voilà, Jocelyn. Alors, comment j'ai préparé le concours? Donc déjà, il faut savoir que j'ai passé plusieurs écoles l'année dernière. Et donc, d'ailleurs, si vous avez des questions sur pourquoi j'ai choisi Sciences Po, je pourrais y répondre. Je m'y suis prise dès le début de l'année. Au début, je lisais beaucoup la presse pour me tenir au courant. Je fichais l'actualité pour être sûre d'être calée surtout sur les thèmes qui m'intéressent, en particulier mes spécialités, entre guillemets. Et j'ai essayé de m'y prendre à l'avance au niveau du dossier parce que c'est quand même un dossier qui est assez fourni. Donc, il faut bien réfléchir aux questions parce qu'il faut que ça nous ressemble quand même. Donc, j'y ai passé quelques semaines. Et ensuite, il y a eu un petit laps de temps avant la réponse d'admissibilité. Et pour l'oral, j'ai beaucoup regardé l'actualité, le plus de sources différentes possibles, donc de la télé, de la radio. J'ai écouté plusieurs chaînes de radio. C'est important de vraiment varier les sources. Et j'ai fiché l'actualité et mon dossier. J'ai repris chaque élément de mon dossier et je me suis demandé à chaque phrase, est-ce que ça peut être une question? Et donc, j'ai essayé d'anticiper un maximum ce qu'on pouvait me demander. Et voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et ça marchait.
Est-ce que les lettres de recommandation peuvent être en anglais? Oui, c'est possible. Après, si vous visez en effet le programme en français, peut-être préférable en effet qu'elle soit en français. Mais on reçoit les lettres en anglais aussi sans aucun problème. Et Maria, pourquoi vous avez choisi Sciences Po? Finalement, vous avez demandé cette question, elle est arrivée. Oui. Oui, bah ouais. Alors, j'avais passé 8 écoles et au final, j'ai choisi Sciences Po parce que pour 3 raisons principales. Enfin, la première, c'est parce que j'étais en licence de sciences politiques et donc tout ce qui était les thématiques théoriques, donc de la géopolitique, la politique de l'environnement, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et je voulais pas abandonner le théorique et avoir aussi le maximum de pratique. Et pour moi, Sciences Po, c'est vraiment l'école qui permet le juste milieu entre les deux, d'avoir à la fois beaucoup, beaucoup de pratique et on progresse énormément là-dessus, et aussi des fois des moments de réflexion sur les grandes thématiques actuelles et aussi sur le métier, parce qu'on a des masterclass chaque semaine avec des journalistes professionnels qui nous parlent de leur métier. Aussi l'ouverture sur l'international, parce que c'est vrai que j'étais assez intéressée par tout ce qui est international et on a la chance donc à Sciences Po d'être vachement accompagnés là-dessus, notamment on est aussi avec ceux qui sont en double master qui viennent de nationalités souvent très différentes. Et aussi, nos intervenants sont souvent très axés sur l'international, donc c'est intéressant là-dessus. Et la dernière chose sur les nouveaux formats, moi je sais que j'étais très intéressée par tout ce qui est podcast, aussi tout ce qui est newsletter, également les applications d'information, tout ce qui se fait de nouveau. Et on a une vraie réflexion là-dessus, notamment avec les NPDJ, les nouvelles pratiques du journalisme. Et Sciences Po essaye vraiment de s'intéresser à toutes ces thématiques. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Sciences Po à la fin. Et des exemples de questions qu'on m'a posées à l'oral. Alors, ça dépend vraiment de chaque personne, c'est vraiment centré sur chaque profil, donc ce serait difficile de vraiment donner des conseils, mais on m'a posé des questions sur l'actualité, par exemple, s'il fallait là que je fasse un flash info à l'heure de mon oral, quels seraient les 5 sujets que j'aborderais. Ensuite, évidemment, pourquoi cette école? Voilà, c'est des questions comme ça qu'il faut préparer absolument pour le jour de l'oral. Il y a un point qui n'a pas été soulevé dans les questions et sur lequel j'aimerais bien revenir avant qu'on se dise au revoir, c'est sur l'attention que nous avons pour les profils des boursiers. Je ne sais pas si vous avez saisi ce point, mais Sciences Po fait un effort, une stratégie très offensive pour attirer des boursiers. Si vous l'êtes, vous aurez 0 € de frais de scolarité à payer pendant toute la durée de vos études. Votre bourse du Crous sera augmentée de 70% par Sciences Po pour vous aider à acheter des livres, à peut-être aller au cinéma, à vous déplacer et en tout cas vivre à Paris. C'est des dispositifs un peu exceptionnels qui peuvent faire la différence par rapport à d'autres écoles. L'autre point qu'il faut porter à votre connaissance, c'est par exemple des contrats d'apprentissage ou ce qu'on appelle des bourses de vie qui sont fléchées pour ces étudiants issus de la diversité géographique, sociale, culturelle. Et que nous souhaitons favoriser. Donc, certains apprentissages sont réservés à des étudiants boursiers. De même, ce qu'on appelle les bourses de vie avec France Télévisions, c'est un dispositif unique qui n'existe qu'à l'école de journalisme de Sciences Po. En clair, si vous êtes retenu pour ce dispositif-là, pendant toute la durée de votre scolarité, vous êtes financé par France Télévisions à hauteur de 1 500 € net par mois sur votre compte en banque. Les périodes de stage de Noël et de l'été, vous les passez dans des services de France Télévisions sous la forme de convention de stage. Vous avez toujours vos 1 500 € qui tombent chaque mois. Et à la fin de votre cursus, quand vous êtes diplômé, si tout s'est bien passé, France Télévisions peut vous proposer 6 mois de CDD pour démarrer votre vie professionnelle. Et ce dispositif-là en particulier, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Il n'existe qu'à l'école de journalisme de Sciences Po et ça peut vraiment faire la différence sur certains profils. Qui étaient habitués à travailler à côté de leurs études pour réussir à joindre les deux bouts. Avec nous, grâce à ces dispositifs, vous avez votre grosse intensité dont nous avons déjà parlé, mais vous êtes financé pour y parvenir. Très bien. Eh bien, merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons pu répondre à l'ensemble de vos questions. Si ce n'est pas le cas, vous connaissez l'adresse école.journalisme@sciencespo.fr. Et vous pouvez aussi retrouver à 16h la session avec nos diplômés qui feront le plaisir d'être avec nous. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Merci Emma. Merci, bonne journée.